Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la série Master Series 4.0, Smart Factories, Hyper Manufacturing et au-delà, organisé conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un sujet d'avant-garde. Nous avons choisi comme thématique pour ce deuxième webinaire Hyper Manufacturing, l'après-ligne est déjà là. Et nous aurons tout le plaisir d'avoir avec nous notre cher intervenant, Monsieur Walid Daou, qui va animer cette session. Ce webinaire est l'occasion d'explorer comment l'industrie s'émancipe des approches classiques pour adopter des modèles de production intelligents, intégrés et résolument tournés vers l'avenir. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation. Nous vous invitons à rester fidèles parce que nous avons, Inch'Allah, un troisième webinaire la semaine prochaine et nous vous souhaitons un webinaire riche en découvertes et en échanges. Et je passe la main à Madame Amine Al-Khemissi, coordinatrice du programme Industrie 4.0 au niveau de l'ONUDI. Merci. Bonjour Issa, bonjour Brahim, bonjour Walid, bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour votre participation. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été avec nous la semaine dernière pour le premier webinaire et nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous encore une fois. Merci aussi aux nouveaux participants qui sont très intéressés par cette thématique. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et restez fidèles. On aura d'autres webinaires, Inch'Allah. Le troisième pour ce mois, ce sera le 3 juillet. Et peut-être, Inch'Allah, à partir du mois de septembre, on va lancer une deuxième série de webinaires. Bon suivi et je pense que je passe la parole à Brahim. Bonjour à tous et à toutes. Merci Madame Rita, merci Madame Amina de cette introduction. Moi aussi également, de mon côté, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui sont avec nous dans cette deuxième session du cycle de webinaire programmé par l'ADD conjointement avec l'ONUDI. Je souhaite également préciser ou bien ajouter quelques points, ou bien partager quelques points avec l'ensemble de l'assistance pour le bon déroulement de ce webinaire-là. Il était également nécessaire ici de signaler que nous avons procédé à la désactivation des micros et de la caméra pendant la présentation pour le bon déroulement de ce webinaire-là. De même, suite à la demande de certains participants lors du premier webinaire, nous allons procéder au partage de replay de cette session-là. Ainsi, nous allons aussi offrir aux personnes qui souhaitent avoir une attestation de participation du cycle de webinaire, une possibilité d'avoir une attestation signée conjointement par l'ADD et l'ONUDI. Finalement, je souhaite à l'ensemble des personnes qui sont avec nous un bon apprentissage et un bon suivi. Voilà, sans plus tarder, je souhaite passer la main à Monsieur Walid Daou pour commencer la présentation dans l'immédiat. Est-ce que vous m'entendez, Amina, Rita, Brahim? Walid? Oui, bien sûr, on arrive vite. Super. Donc, on peut commencer. Merci beaucoup pour les présentations, les amis. Donc, merci encore pour l'invitation, Amina, Rita, Brahim. Donc, je vais me présenter rapidement et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, de formation, je suis un ingénieur en mathématiques appliquées. Et en fait, mon lien avec l'industrie, il a vraiment commencé, on va dire, en 2019, parce qu'avant, je travaillais dans d'autres secteurs. Donc, j'ai rejoint le groupe OCP en 2019 où j'étais en charge des projets d'intelligence artificielle et de ce qu'on appelait l'Advanced Analytics à OCP. Et donc je ne vous présente pas le groupe OCP qui est la plus grosse boîte du Maroc, mais c'est en travaillant là-bas que j'ai découvert un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire faire de l'IA pour les procédés industriels et puis concrètement comment piloter des projets pour vraiment que ça crée de la valeur business. Donc ensuite, comme vous savez, l'OCP la fondation OCP plus exactement a créé l'UM6P. Et donc moi, j'ai rejoint l'UM6P en 2022 d'abord pour diriger la School of Computer Science.
qui est le département de Computer Science à l'UM6P. Et ensuite, actuellement, donc depuis 2023, je suis le DG et le fondateur de Cleverlytics, qui est un spin-off de l'UM6P. Donc, ce qu'on appelle spin-off, techniquement, c'est une filiale. Et en fait, c'est une filiale de l'UM6P, c'est une des filiales de l'UM6P qui travaille notamment sur tout ce qui est application de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'algorithmie, à des problématiques de toutes sortes, mais naturellement, en tant que filiale de l'UM6P, avec un gros focus sur l'industrie. Donc, parfois d'ailleurs, c'est de l'intelligence artificielle, parfois non. Justement, ça va être un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah. C'est qu'en fait, ce que nous, on aime faire, et ce que moi, j'aime particulièrement faire, c'est partir d'une problématique industrielle. Donc, est-ce qu'on pourrait améliorer le rendement? Est-ce qu'on pourrait automatiquement distinguer des problèmes de qualité? Est-ce qu'on pourrait optimiser les dépenses d'énergie? Donc, voilà, des problématiques classiques des unités industrielles via de l'algorithmie, donc avec de la data et une approche algorithmique originale. Donc, j'ai été amené à bosser notamment sur beaucoup de la chimie, et c'est des sujets qu'on trouve aussi d'ailleurs dans l'industrie pharmaceutique, sur stabiliser la qualité, optimiser les paramètres de marge, voilà, donc des sujets classiques de chimie, d'advanced analytics pour la chimie, également dans la mine, que ce soit pour les opérations minières, c'est-à-dire tout ce qui est supply chain, que ce soit aussi au niveau de la computer vision, donc qui est quelque chose d'assez transverse et qui est vraiment on va y revenir un peu plus tard, qui est un des sujets qui est les plus utilisés en industrie, qui est aussi le moins compliqué à mettre en œuvre quand on parle d'IA dans l'industrie, comparé à d'autres sujets. Mais j'ai par exemple travaillé sur la gestion de la vapeur, parce que la vapeur, quand on dit gérer l'énergie dans les sites chimiques, c'est aussi beaucoup gérer les flux de vapeur, qui sont par exemple des sujets très complexes. Voilà, donc on y reviendra. Et donc, du coup, l'objet du webinaire, c'est vraiment de revenir un petit peu sur l'histoire du lean manufacturing. On ne va pas passer très longtemps dessus, hein, mais c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on appelait historiquement le lean manufacturing, quels étaient les principaux concepts derrière, et de pouvoir introduire aussi ce qu'on appelle maintenant l'hyper-manufacturing, qui est d'une certaine manière le lean manufacturing, mais mis à jour avec les nouvelles technologies et notamment ce qu'on va appeler au sens large le digital. Et donc, du coup, moi, dans la présentation, je vais surtout me focaliser assez rapidement sur ce sur quoi j'ai le plus bossé, qui est l'utilisation et l'application de l'intelligence artificielle dans l'univers industriel. Et on va revenir un petit peu, on va faire une petite revue de la littérature pour expliquer ce qui est déjà à l'échelle internationale, ce qui se fait, et, ce qu'on observe déjà. Et puis, on va revenir sur des vrais cas d'usage qui sont utilisés aujourd'hui dans l'IA dans l'industrie, qui est donc un des gros angles de ce qu'on va appeler l'hypermanufacturing. Donc, je sais qu'on vous a coupé vos micros et vos caméras, donc vous ne pouvez pas parler directement, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, j'espère que après la session où je parle, que vous aurez l'occasion aussi soit de poser des questions oralement, soit aussi faire éventuellement des retours d'expérience si parmi vous, il y en a qui ont déjà piloté des projets d'IA dans l'industrie. Donc voilà, je serais très curieux. Nous, on voit que ça commence à venir au Maroc, mais vous le verrez, hein, on va en parler un peu plus tard. À l'échelle internationale, il y a quand même il y a quelques pays qui sont en avance et qui l'utilisent vraiment au quotidien. Il y a quand même beaucoup d'entreprises, même en Europe, par exemple, pour qui c'est encore le début. Donc voilà, donc tout ça pour dire, les entreprises marocaines sont évidemment, c'est une plus petite économie, donc voilà, on ne va pas la comparer à d'autres pays où l'industrie 4.0 est beaucoup plus répandue, mais quand même dans les pays où psychologiquement on s'imagine qu'ils utilisent tous ce genre de technologie, en réalité c'est encore émergent. Donc c'est ce sur quoi on va insister un peu plus tard. Donc je vais faire un rapide retour sur ce qu'on appelle le lean manufacturing, parce que si on parle de l'hyper-manufacturing, il faut comprendre un petit peu d'où ça vient historiquement. Donc, c'était des principes qui sont nés dans les années 50 et on va revenir sur les principaux angles du lean manufacturing. Donc, le premier, c'est l'élimination du gaspillage, donc ce que les Japonais appelaient le MUDA. Donc, le principe, c'est vraiment d'identifier et d'éliminer toutes les activités qui ne créent pas vraiment de valeur pour le client. Et donc, d'éliminer tous les gaspillages. Ce qu'on considérait les gaspillages classiques, c'est la surproduction, les temps d'attente, les transports, les process inutiles, les stocks excessifs, tout ce qui est les mouvements inutiles. Et donc, naturellement,
l'entreprise qui a appliqué ça, comme vous le savez quasiment tous parmi vous, c'est Toyota, qui mettait ça en œuvre dès les années 50. L'autre principe du lean manufacturing qui était mis en œuvre chez Toyota, c'est ce qu'on appelait le flux tiré. Donc l'idée, c'est de dire, plutôt que de produire à partir de prévisions de vente, on va essayer de produire uniquement ce qui est demandé, quand c'est demandé et en quantité nécessaire. Et l'idée, c'est de travailler différemment que l'approche qui consiste à travailler en flux poussé, en push, parce que ça génère du stock. Et que donc dans l'approche de Toyota, donc encore une fois, c'est des principes qui étaient aussi propres à l'industrie automobile. Bon. Mais ça fait partie des principes du lean manufacturing qui permettaient un certain nombre de surcoûts qui sont liés au stock. Il y a aussi le principe de l'amélioration continue, donc du Kaizen. Et là, l'idée, c'est de dire que chaque employé est responsable de proposer des améliorations, même petites. Et l'idée, c'est de dire qu'il vaut mieux faire des petits pas, des petites améliorations en continu, plutôt que de faire des grands chantiers ponctuels. Et donc là aussi, vous avez toute une littérature dessus sur laquelle on va pas revenir parce que c'est des sujets qui sont traditionnels et qui sont classiques et qui commencent justement presque à être obsolètes. J'exagère un petit peu, mais il y a des principes qui sont, on va dire, éternels, mais il y a des choses qui doivent être un peu mises à jour et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui. L'autre principe important du lean manufacturing, c'est le just-in-time. Et donc, l'idée, c'est de produire au bon moment en minimisant les stocks, là aussi, et en réduisant les délais. Et l'objectif, c'est vraiment de réduire le lead time, donc d'optimiser les flux logistiques. Un des grands principes, c'est ce qu'on appelle le qualité à la source, le JIDOKA. Donc, c'est détecter et corriger les défauts dès qu'ils apparaissent dans la ligne de production, plutôt que d'apparaître à la fin du procédé. C'est vraiment dès que possible, si un opérateur voit un problème de qualité, qu'il alerte, qui suit un process à suivre et qu'il alerte le reste de la ligne sur le problème de qualité sur la ligne. Donc, l'exemple classique, c'est les métiers à tisser de Toyota qui s'arrêtent automatiquement s'il y a un fil cassé. Et enfin, donc c'est un principe du lean manufacturing, mais qui est aussi un principe managérial traditionnel, qui est le respect des personnes et le travail en équipe, et donc valoriser les idées du terrain, encourager le travail collaboratif. Voilà. Donc tout ça, c'est des principes traditionnels. On va pas passer trop de temps dessus, mais c'est de dire voilà d'où vient le lean manufacturing. C'était des principes qui étaient nés dans les années 50 au Japon et au sein de ce qu'on appelait le TPS, le système de production Toyota. Et il a été formalisé aussi dans les années 90 aux États-Unis. Donc, c'est ce qui a donné le nom de lean manufacturing. Mais c'était finalement avant l'explosion du digital et aussi de l'omniprésence de la data, en fait. Et donc, d'une certaine manière, l'hypermanufacturing, c'est un peu la mise à jour de tous ces principes à l'ère du digital, de la donnée et donc de l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, on va dire, si vous êtes intéressé par la littérature de l'hypermanufacturing, oui, l'ouvrage, on va dire, en tout cas en langue française, qui fait référence sur ce sujet-là, c'est cet ouvrage-là, pardon, l'hypermanufacturing, l'après-ligne de Michael Valentin. Et donc, on y retrouve les principaux principes, les principaux concepts, et on va le définir comme hyper frugal pour répondre à la rareté des ressources, hyper agile pour s'adapter à la volatilité de la demande et hyper connecté pour vraiment replacer l'usine au cœur de l'écosystème. Alors voilà, ça c'est les principes de l'hypermanufacturing très, très rapidement, mais un des angles de l'hypermanufacturing, c'est justement la valorisation de la donnée. C'est-à-dire que le lean manufacturing, c'est essayer de gérer les usines de manière, entre guillemets, la plus scientifique possible et la plus optimale. Et l'idée, c'est de dire comment on le fait maintenant, mais pas uniquement avec des principes et des manières de travailler, mais autant que possible en utilisant de la donnée et en utilisant ce que j'appelle de l'algorithmie ou de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est ce sur quoi je vais m'attarder parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus au quotidien. C'est sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Encore une fois, comme étant vraiment un des plus gros leviers de ce qu'on va appeler l'hypermanufacturing. Alors, je suis obligé de revenir un peu sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même si peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce que c'est, et encore, je ne suis pas vraiment sûr
parce qu'avec l'explosion de ChatGPT, aujourd'hui, les gens identifient l'IA à ChatGPT. Dans l'industrie, ce qu'on va appeler les LLM, donc l'IA générative avec les langages avec les modèles de langage, c'est pas ce qui a le plus d'impact sur l'industrie, justement. On va y revenir un peu plus tard. Mais donc, ce qu'on va appeler l'IA, c'est des familles d'algorithmes qui sont capables de réaliser des tâches qui traditionnellement nécessitaient une forme d'intelligence humaine. Donc, les applications les plus évidentes, vous les connaissez, c'est les assistants vocaux, c'est les logiciels qui reconnaissent les images sur les photos, c'est les systèmes qui recommandent des films ou des chansons sur Spotify ou YouTube. Donc, tout ça, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle. Les voitures autonomes qui voient la route et qui, entre guillemets, et qui détectent les dangers et qui prennent des décisions sur la voiture. Et puis des systèmes de type ChatGPT. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est IA générative et large language model. Donc, il y a un exemple que moi, j'aime beaucoup donner et qui est vraiment d'ailleurs un exemple qui, même moi, quand je me suis… parce que pour la petite histoire, nous, à notre époque, en école d'ingénieur, personne ne faisait de l'intelligence artificielle. Hein, donc, c'est un domaine quand même qui est assez récent et qui a explosé une petite dizaine d'années, même un peu moins. En fait, après tout, j'essaie de comprendre c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle et ce qu'on va appeler tout simplement un algorithme, quoi. En quoi c'est une famille d'algorithmes qui est particulier. En fait, donc pour les gens qui sont pas forcément super techniques dans l'audience, concentrez-vous une minute, je vous jure que c'est intéressant et que ça va vous permettre de comprendre un peu d'où c'est né. En fait, un des premiers problèmes sur lesquels l'IA a créé beaucoup de valeur, c'est sur la lecture des chiffres manuscrits. Donc là, par exemple, on a un 7. Donc, un chiffre manuscrit, quand vous le prenez en photo, ça devient des pixels. Donc ici, le chiffre 7, c'est une grille de 28 pixels sur 28 pixels, et où sur chaque pixel, sur chaque petit carré, vous avez un degré de gris. Donc soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est un peu gris, comme celui-là. Et donc, 28 fois 28, je pense que ça fait 764, quelque chose comme ça, 784. Vous avez à peu près 750 pixels. Pour chacun des pixels, vous avez un niveau de gris. Et si je vous demandais, essayez de développer un algorithme, même si vous n'êtes pas un grand informaticien, mais essayez de développer des règles qui permettent de détecter la nature du chiffre écrit. Donc là, par exemple, vous avez un 7, on pourrait imaginer par exemple un 0. Imaginons que je vous disais, essayez d'écrire un algorithme qui, en fonction du degré de gris ou de noir sur les cases, vous permet de détecter si c'est un 0 ou si c'est un 7. Vous pouvez essayer de vous amuser à le faire, et en fait, vous n'y arriverez pas. C'est ça le cœur de l'intelligence artificielle, c'est que humainement, on voit bien que c'est un 7, mais si on voulait expliquer exactement la manière dont les pixels sont colorisés d'une manière ou d'une autre, et surtout comment ils sont placés les uns par rapport aux autres, et qui explique que c'est un 1, un 2 ou un 7, c'est quasiment impossible. En fait, on n'y arrive pas. Et donc, parce qu'il y a tellement de manières de faire un 7 en fonction de là où il se situe sur la grille. Vous avez des 7 avec un angle plus ou moins important entre le tiré du haut et le trait. Donc bon, vous pouvez essayer. On n'y arrive pas. Et donc, une des manières de le faire, on a quand même vous savez qu'aujourd'hui, les algorithmes peuvent parfaitement lire les chiffres manuscrits. Mais la famille d'algorithmes auxquels ils appartiennent, ce sont des algorithmes qui sont très différents des algorithmes qui, historiquement, étaient basés sur des règles explicites. Ici, les algorithmes qui permettent de lire les chiffres manuscrits sont des algorithmes qui sont entraînés sur de la data. C'est-à-dire que vous prenez un modèle et vous lui montrez des centaines, des milliers de chiffres manuscrits, donc de grilles de 28 pixels sur 28 pixels avec différentes couleurs pour chaque pixel, et vous lui dites ça c'est un 1, ça c'est un 2, ça c'est un 1, et vous lui montrez tellement de versions différentes du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, qu'on espère que l'algorithme automatiquement va pouvoir déceler et reconnaître un chiffre qu'il n'a pas encore vu, un n plus unième chiffre, un n plus unième grille de 28 pixels sur 28 pixels. Donc ça, c'est ça qui caractérise l'intelligence artificielle, c'est des familles d'algorithmes qui ont appris sur de la donnée et qui du coup peuvent faire des choses qu'on ne pouvait pas encore faire il y a quelques dizaines d'années, et même moins, et même une vingtaine d'années. Alors, et du coup, c'est un peu différent de ce qu'on va appeler la data analytics, parce que dans l'industrie, quand vous avez envie d'utiliser la donnée pour résoudre des problématiques industrielles, en fait, parfois, il y a un peu une confusion où les gens, d'ailleurs, c'est devenu comme l'IA est devenue un petit peu à la mode, les industriels veulent toujours dire parfois ceux avec lesquels je bosse, ils insistent toujours sur est-ce qu'on ne peut pas faire de l'IA pour résoudre ce truc-là? Alors qu'en fait, quand on comprend un petit peu, c'est peut-être pas nécessaire, on peut faire ce qu'on appelle de la data analytics. Ce qu'on va appeler de la data analytics, c'est vraiment tout ce qui est explorer, nettoyer, transformer la donnée,
mais de manière un peu statique. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de prédire des choses. Donc, par exemple, de manière très schématique, quand vous, imaginons que vous avez un système avec un système d'information avec des historiques de données, si vous téléchargez cette donnée et que vous l'analysez sur Excel, par exemple, vous pouvez faire des choses très compliquées en fait sur Excel. Moi, j'ai travaillé dans une autre vie dans l'industrie financière. Vous avez des fonds d'investissement qui ne travaillent qu'avec des fichiers Excel. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Mais avec Excel, vous ne faites que de la data analytics. Vous ne pouvez pas faire des choses pour prédire ou vous ne pouvez pas entraîner des algorithmes compliqués sur des grosses bases de données. Vous pouvez visualiser, faire des calculs, calculer des corrélations, faire des statistiques. Et donc, pour schématiser tout ce qu'on peut faire sur un fichier Excel, c'est ce qu'on va appeler de la data analytics. Mais c'est une discipline qui est parfois sous-utilisée, c'est-à-dire que dans les lignes industrielles, c'est d'ailleurs ce qu'on va appeler d'un point de vue académique la statistique industrielle. La statistique industrielle, c'est tout un domaine qui est même enseigné, où vous avez une littérature, et qui était un peu le domaine qui a donné le concept d'échantillonnage, par exemple, dans l'industrie. Donc tout ça, c'est de la data analytics. Et finalement, l'IA, c'est, on va dire, une famille d'outils qui vient compléter la data analytics pour faire des choses un peu plus compliquées. Et on va revenir là-dessus. Et donc, du coup, voilà, si on devait faire une différence, donc d'une certaine manière, quand vous êtes un industriel qui fait un dashboard, dans ce dashboard, vous pouvez avoir soit de la donnée qui a été calculée avec des calculs simples, par exemple, donc des calculs de corrélation, des statistiques, des moyennes, un historique. Et puis aussi, vous pouvez, dans ce qu'on va appeler le back-end, par exemple, calculer une probabilité de défaut. Donc, une probabilité de défaut, vous pouvez l'avoir calculée avec un algorithme de machine learning, donc un algorithme d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur de la donnée et qui s'affiche dans votre dashboard. Donc, dans votre dashboard, vous pouvez avoir les 3/4 qui sont de l'analytics et un petit peu d'intelligence artificielle. Je vous dis juste cet exemple-là pour vous dire que très concrètement, quand on est un industriel et qu'on a envie de se dire mais par où commencer quand on fait de l'IA, très souvent, en fait, il faut commencer par faire de la data analytics, donc mettre en place des systèmes pour capturer de la donnée, mettre en place des outils pour visualiser cette donnée, l'exploiter avec des calculs plus ou moins compliqués. Et dans ces mêmes outils de visualisation, on peut les compléter, si on a envie, par des algorithmes un peu plus sophistiqués et donner des choses qui, en général, ont une dimension prédictive. Prédire une panne, prédire la demande, prédire plein de choses. Et donc des choses qu'on n'aurait pas pu calculer explicitement sur de la donnée. Donc, c'est quand même important. C'est peut-être un peu technique, mais c'est important parce que c'est ce qui vous permet de piloter des projets qui marchent, quoi. Alors, j'attends. Brahim, tu veux nous poser une question? Enfin, j'entends quelqu'un qui veut me parler. Non, mais je pense que c'est quelqu'un des participants. Après, vous pouvez continuer, monsieur Walid. Si, alors, est-ce que, Brahim, donc les gens peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions? J'ai activé le micro maintenant pour les participants en préparation de la prochaine séance questions-réponses. Alors, moi, ça ne me dérange pas, il faut que vous sachiez, si des gens ont des questions, n'hésitez pas. Mais il y a du bruit à côté, je pense, mais il y a du bruit à côté. Bon. Continue, Walid. Merci. OK. Donc, là, ce qui est quand même important, c'est d'aller un peu plus dans le concret. Donc, si on parle d'IA dans l'industrie, de quoi on parle? Donc, ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis par le Manufacturing Leadership Council. C'est une étude que je trouve hyper bien faite, où ils ont interrogé plusieurs milliers d'industriels de top, on va dire, des senior executives chez plusieurs milliers de boîtes industrielles aux États-Unis. Et ils leur ont demandé, voilà, d'après votre expérience, où est-ce que l'intelligence artificielle crée vraiment de la valeur dans vos usines? Et donc, on trouve ce classement de familles de cas d'usage qu'on retrouve aussi ailleurs. Et c'est quand même un bon début, même pour les entreprises industrielles, quelle que soit leur taille. On retrouve ce que les Américains appellent Plant Floor IoT Analysis. Et en fait, parfois, encore une fois, ça, c'est un peu parfois plus de la data analytics. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des cas qui consistent tout simplement à analyser les données issues de capteurs IoT. Donc, c'est vraiment tout ce qui. C'est avoir le réflexe de mettre des capteurs dans tous les endroits où on pense qu'il y a un enjeu industriel important et aussi un enjeu financier important. Et pour mieux comprendre le phénomène, le visualiser
et encore une fois, faire des choses plus ou moins complexes dans un second temps. Donc, ça peut être de la data analytics, de l'IA. Donc, ça va être faire des dashboards avec de la data issue de capteurs. Et on peut faire des choses très puissantes juste avec ça. Le second cas d'usage, qui est un cas d'usage aussi qui commence à devenir, à se généraliser chez les acteurs industriels, c'est la maintenance préventive. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais voilà, je pense que vous connaissez le concept. Il consiste à essayer de développer des algorithmes pour évaluer, mesurer la santé des actifs industriels et donc de prédire si un actif industriel est en mesure de tomber en panne, enfin, d'évaluer la probabilité qu'un actif industriel tombe en panne et donc de pouvoir gérer la maintenance de manière un peu proactive plutôt que de subir une panne et donc du coup arrêter la ligne. Il y a toute la famille aussi de l'amélioration des procédés. Donc ça, c'est des choses, c'est une catégorie qui est large, mais c'est très souvent, c'est quand même comment recommander des paramètres de marche optimaux pour soit améliorer le rendement, par exemple, d'une unité ou améliorer la qualité. La qualité, justement, qui est considérée comme un cas d'usage à part entière. Moi, ce que j'ai observé dans les sujets de qualité, c'est quand même beaucoup par exemple, dans la chimie ou l'agroalimentaire, c'est des usines ou c'est des procédés où vous avez de la qualité intrante qui est variable. Donc, vous, en tant qu'usine, vous êtes censé produire des choses de qualité globalement constante, ou en tout cas avec des caractéristiques qui sont comprises dans un intervalle très précis. Sauf que les intrants que vous utilisez, eux, ont des caractéristiques et des qualités qui sont variables. Et donc, du coup, vous devez avoir des réglages un petit peu différents, quel que soit le procédé finalement. Et la question, c'est comment réajuster ces différents réglages en fonction de la qualité intrante. Et donc là, vous avez plein de familles d'algorithmes qui peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de ce que vous produisez. C'est aussi très utilisé dans l'industrie pharmaceutique, où vous achetez des produits chimiques qui ont des qualités là aussi un peu variables, et vous devez produire des médicaments qui ont des caractéristiques très précises. Ensuite, vous avez un sujet qui est alors la planification de la production. Donc ça, c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel aussi j'ai été amené à travailler. Donc, c'est notamment tous les sujets autour de l'ordonnancement. Donc, de dire, par exemple. Walid, Oui, Ibrahim. s'il vous plaît, en fait, j'ai une remarque de quelqu'un de nos participants, en fait, qui demande de mettre en plein écran l'affichage du contenu. Alors, moi, je l'ai mis en plein écran. Apparemment, lui, il a un petit souci de son côté, apparemment. Non. Ça marche pas. Si vous permettez, Walid et Ibrahim, je pense que la dame, il demande beaucoup plus que Walid est en train d'expliquer, juste pour vous informer qu'il y aura un lien qui sera partagé avec tout le monde pour les 3 webinaires qui sera publié. En tout cas, on va vous informer. Walid, nous, on voit clairement le partage de la présentation de C. Walid, mais pour tout ce qui est explication, vous aurez l'enregistrement de webinaire. Merci beaucoup. Alors moi, sinon, je peux, voilà, en tout cas, n'hésitez pas, je vais un petit peu avancer. Ça, c'est juste une petite présentation des cas d'usage les plus courants dans le questionnaire. Mais bon, après, Brahim, on pourra laisser la parole aux gens. Prenez votre temps. Oh, non, prenez votre temps, Walid. Vous pouvez expliquer. Je pense qu'on a la partie pour tout ce qui est questions-réponses par la suite. Vous pouvez continuer votre présentation et après, on ouvre la porte pour tout ce qui est questions. Avec plaisir. Merci. Moi, je suis très preneur de questions. Hein, donc, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Donc, pour revenir à la planification de la production, c'est tout ce qui est ordonnancement de production en fonction de la demande. Donc, par exemple, vous avez des industriels qui ont une même matière première et en fonction de cette matière première, ils doivent choisir que produire et que privilégier parce qu'ils ont une matière première, mais ils font plein de choses avec. Je vous prends l'exemple le plus caricatural qui est un peu connu, qui est l'exemple du phosphate. Donc, à OCP, le phosphate, soit on le vend tel quel, sous forme de roche phosphatée, soit on produit de l'acide phosphorique, et dans ce cas-là, on vend de l'acide phosphorique, soit avec cet acide phosphorique, on produit des engrais, et on peut vendre les engrais. Et sauf que la roche phosphatée, l'acide phosphorique et les engrais ont eux-mêmes leur propre marché et leur propre prix, qui ne sont pas complètement indépendants, mais quand même. Et donc, du coup, le rôle de l'OCP, qui est d'essayer de maximiser la marge qui est générée par le phosphate, elle doit à chaque fois se dire, chaque trimestre ou chaque mois, est-ce que je dois plutôt privilégier la vente de roche phosphatée ou plutôt la production et la vente d'acide phosphorique ou la production ou la production et la vente d'engrais. Parce que vous avez une chaîne de valeur avec une grosse matière première qui est très importante, mais vous pouvez en faire plusieurs choses. Et donc, du coup, que faire? Et ça va dépendre des prix auxquels vous pouvez les vendre.
et du coût qui est nécessaire pour les produire. Et donc, ces arbitrages-là, c'est toute une famille d'algorithmes d'optimisation qui sont très complexes. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a une vidéo YouTube qui est faite là-dessus sur tout ce qui est analytics à OCP, qui a été faite par des collègues à moi, qui est évidemment très propre au business de l'OCP, qui est très particulier, mais c'est quand même ce que les Américains appellent food for thought, c'est de la nourriture pour votre esprit. Si vous êtes un industriel qui est confronté à ça, j'ai une matière première, j'ai plusieurs choix possibles, et je ne sais pas quoi privilégier dans ma production en fonction de ce que je pense être à ma demande. Bah, c'est aussi une famille de sujets. C'est aussi une famille de sujets où l'IA ou l'algorithmie, moi j'appelle ça plutôt l'algorithmie au sens large, peut avoir beaucoup d'impact. On va y revenir là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la présentation, quand vous recevrez la présentation, c'est, on va dire, un descriptif un peu plus détaillé, sur les différents cas d'usage. Maintenant, pour tout ce qui est pour la littérature, donc il y a vraiment des documents que je recommande pour les gens qui veulent avoir un petit peu de profondeur, pas forcément technique, mais voilà, qu'est-ce qui se passe finalement dans l'IA pour l'industrie. Donc il y a le document que j'ai évoqué juste avant, qui s'appelle le The Future of Industrial AI in Manufacturing, donc qui a été fait, comme je disais, par le Manufacturing Leadership Council. C'est vraiment un document que je trouve hyper intéressant. Alors là, j'entends quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a coupé qui a mis son micro. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui l'entends. Là, effectivement, Walid, il y a quelqu'un qui parle. De toute façon, là, je vais le désactiver encore une fois pour tout le monde, comme ça, là, il y a Désolé d'avoir cassé l'ambiance, Brahim. Donc, c'est un document qui est vraiment bien fait et je vous invite, on va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. Un autre document que j'ai beaucoup aimé, c'est un document produit par l'OCDE, donc qui s'appelle Artificial Intelligence, Its Diffusion and Uses in Manufacturing, qui aussi, c'est toute une étude sur que font les pays de l'OCDE sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie. Quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est les enseignements que je trouve les plus intéressants et que je voudrais partager avec vous. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'en général, dans les entreprises industrielles, les projets d'intelligence artificielle, ils sont en général portés par la DSI. En général, je caricature un peu, mais c'est quand même, ça peut être le cas. Or, les projets d'IA sont quand même très différents des autres projets digitaux. Donc, par exemple, quand vous voulez installer un système d'information, parce que d'ailleurs, la DSI, historiquement, c'est la direction des systèmes d'information. Donc, c'est les gens qui vont installer, c'est les équipes qui vont installer les ERP, par exemple, dans les entreprises de tout type. Installer un système d'information, même si c'est pas facile, hein, c'est quand même moins risqué. C'est-à-dire que, en général, vous voyez à peu près quelle est la valeur ajoutée, c'est une évidence. Et l'impact business d'un tel projet, il est à peu près clair. Quand on veut faire par contre un projet d'intelligence artificielle, même s'il y a une dimension IT et même si c'est normal que les équipes d'IT soient impliquées, en réalité, ça ressemble presque à des sujets de R&D, au sens où c'est un sujet où le retour sur investissement il est un peu incertain. Donc vous pouvez vous retrouver à essayer d'utiliser l'IA sur un procédé et vous réalisez pour tout un tas de raisons qu'en fait, c'est plus compliqué que prévu, ça va être plus long que prévu. En fait, la data n'est pas de bonne qualité. Donc voilà, donc c'est juste quelque chose à avoir en tête. C'est des sujets qui, lorsqu'ils marchent, et on pourrait y revenir, peuvent avoir un très gros impact financier, proportionnel à la taille de l'entreprise, mais vous pouvez avoir, voilà, c'est vraiment des sujets et qui, s'ils sont bien faits, ne coûtent pas trop cher parce que il n'y a pas de hardware, c'est des gens en fait. Vous payez des gens qui réfléchissent, des gens qui sont quand même bien formés mais qui réfléchissent. Mais parfois, ça peut aussi ne pas marcher. Donc, il faut accepter que c'est presque comme une équipe de R&D en interne qui fait des projets. C'est pas sûr que ça marche, mais si ça marche, ça a un gros impact business. Et donc, tout ça, c'est très bien expliqué aussi dans cette étude. Oui, Amina? S'il te plaît, Walid, je pense qu'il y a un problème par rapport à l'affichage. Les gens voient beaucoup plus ton image qui est plus grande par rapport à l'affichage. Pour moi, je vois la présentation qui est très bien affichée, mais je trouve qu'il y a sur le chat, il y a des personnes qui disent comme quoi ta photo elle est plus mise en valeur par rapport à ta présentation. Si tu veux, je coupe ma caméra si tu veux, comme ça il y aura. Alors.
Non, tu laisses ta caméra, juste. Mais pour moi, en tout cas, l'affichage, c'était bon. Peut-être si les personnes suivent depuis leur smartphone. En tout cas, Alors, pour moi, c'est OK pour l'instant. C'est bon. Et tu peux garder ta caméra, Walid là, aussi. Amina, tu vois la slide? Moi, je vois là, ils disent que c'est Effectivement. parfait. Ils disent que c'est parfait Ouais. maintenant. Oui. Ok, c'est bon. Je sais pas Mais ce qui tu s'est peux passé. laisser ta photo aussi, ta C'est pas caméra. grave. Merci. Merci. Parce que c'est Donc, bien de te voir aussi expliquer. ah, c'est Sincèrement, gentil, moi, Amina. ça, de lier le. Merci beaucoup, Walid. Bon, donc voilà, donc c'est des choses qu'on donc, tout ce que je racontais, on le retrouve dans ce rapport de l'OCDE. Donc moi, c'est des choses que j'ai vécues à l'OCP, aussi avec mes clients actuels. Même d'un point de vue organisationnel, d'ailleurs, c'est considéré. D'ailleurs, beaucoup de sujets de l'IA, d'utilisation de l'IA à OCP sont portés par l'UM6P justement, parce que c'est sur certains sujets, c'est presque de la recherche en fait. Donc on va y revenir hein, d'ailleurs, mais c'est peut-être un élément sur lequel j'ai pas encore beaucoup insisté. Mais alors, je peux prendre des questions, Amina, ou parce qu'il y a des questions. J'aime bien aussi Oui, prendre des oui. questions. Si tu veux prendre des questions pour cette session, on va activer le micro. Et Alors, pour yes. bien organiser, chaque personne qui souhaite prendre la parole, ça sera une bonne chose si elle peut lever la main. Comme ça, on peut gérer. C'est ça, il y a un Et, certain Jabran Slimani. C'est Jabran, OK. marhaba. S'il te plaît, Brahim, si tu peux donner la main à Sijbran. C'est bon. Sijbran, allez-y. Je pense que M. Gebran, il peut intervenir s'il souhaite poser une question directement à M. Walid, même si nous, on préfère que l'ensemble des questions qui soient posées à la fin de la presse, comme déjà effectué dans la première séance de ce cycle-là. Ce sera une exception peut-être pour M. Slimani, c'est ça? Slimani ou bien Slimani? Voilà, Slimani. Après, pour les autres questions, on les bascule vers la D'accord. fin de la séance. D'accord. Marhaba, si Jabran. On n'entend rien? Sijbran, il a déjà envoyé un message sur la partie chat. Il a dit, s'il vous plaît, je veux juste que vous reveniez à la slide des livres. Ah, c'est cela. Et aussi, il y avait aussi une question sur le chat, mais comme a dit Brahim, il vaut mieux de laisser les questions D'accord, pas par de la souci. suite. Je Comme ça, on continue mon va tout monologue. enregistrer. D'accord. Ok, il n'y a On pas va de soit souci. transcrire les questions, soit pour les personnes qui souhaitent les poser directement, la porte des questions sera ouverte. Ok, Après très bien. la. Je continue. Merci beaucoup, Walid. Et désolé pour ce dérangement. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, Merci. en tout cas, pour revenir sur les études, sur tout ce qui est IA dans l'industrie, donc je reviens, il y a cette histoire de complexité des projets où parfois c'est de la R&D. Et il y a des entreprises qui considèrent qu'il y a quand même de l'investissement qui est nécessaire, mais c'est surtout en infrastructure, en amont en fait. C'est tout ce qui est mettre en place une infrastructure pour avoir de la donnée. Ça coûte pas forcément très cher, justement, ça dépend de ce qu'on. Voilà, il n'y a pas de chiffre exact, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais l'idée c'est de dire quand vous avez un procédé pour vous qui est important, ça vaut peut-être le coup d'installer des capteurs et de capturer de la donnée pour ensuite l'analyser et voir ce que vous pouvez en faire. Donc c'est quand même important, mais c'est vrai que c'est une des difficultés qui est remontée dans cette étude. Et il y a aussi effectivement le sujet du manque de talent, c'est-à-dire que les data scientists, c'est quand même une population qui est très demandée. Et en fait, il faut savoir les manager, il faut savoir les recruter. Beaucoup de gens se disent data scientist, et donc en tant qu'entreprise, c'est pas forcément facile de savoir qu'est-ce qu'un bon data scientist, qui recruter. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins des gens seniors, quelques personnes seniors dans votre entreprise qui savent faire ça. Voilà, donc en tout cas, c'est des problématiques qu'on retrouve dans la littérature et je trouve que c'est intéressant d'en avoir conscience en tant qu'industriel. Les autres aspects aussi que je trouve super intéressants, c'est que parfois les industriels, c'est des gens très terre à terre et donc ce qui est normal, c'est des gens de terrain qui gèrent des entreprises. Et donc parfois, il y en a certains qui sont sceptiques sur ces histoires d'intelligence artificielle et qui disent oui, ça, les gens en parlent beaucoup, mais moi je vois pas en quoi ça pourrait vraiment impacter mon business. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre rapport, donc le rapport américain, vous avez quand même 59% d'exécutifs d'entreprises industrielles américaines
qui considèrent que l'IA, ça va être soit très important, soit même un game changer pour le futur du manufacturing, de l'industrie manufacturière. Donc, c'est quand même, et ça, c'est une étude qui a été faite, je pense, en 2023 ou 2024 d'ailleurs. C'est récent, quoi. Et donc, c'est quand même, voilà, si autant de gens pensent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans un secteur, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans un secteur. C'est important de le garder en tête. L'autre aspect hyper intéressant de cette étude, c'est que vous avez 96% des industriels qui considèrent qu'ils vont accélérer les investissements dans l'utilisation de l'IA. Et vous en avez à peu près 57% qui sont toujours au stade du pilote et de l'expérimentation. Ce qui est normal, on commence toujours par cette phase-là pour essayer de faire un premier sujet, voir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher. Et vous avez pour l'instant 29%, mais dans le reste de l'étude, ils montrent que c'est un pourcentage qui est en train d'augmenter, qui mettent l'IA au niveau stratégique. Ce qu'ils appellent mettre l'IA au niveau stratégique, c'est parfois vous avez dans des grosses entreprises industrielles un C-level qui est Monsieur IA, quoi. Donc c'est un Chief AI Officer. Moi j'ai vu par exemple Schneider Electric récemment qui avait nommé un Chief AI Officer en France quand c'est considéré comme par définition stratégique, et donc ça doit être suivi par le comité exécutif de l'entreprise, quoi. Y a aussi, on retrouve les défis en fait dans ce rapport qu'on lisait dans le rapport de l'OCDE. Il manque de l'expertise interne pour gérer et piloter des solutions d'IA. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on retrouve partout. Il y a les difficultés opérationnelles dans l'accès de la donnée. C'est surtout parce que parfois les industriels ont des systèmes de données qui cohabitent mais qui ne sont pas forcément interconnectés. Donc vous avez un système d'information de données qui est géré à tel MES, vous avez un ERP qui est géré avec telle solution, et donc parfois ils ont pas parfois c'est des choses anciennes qui sont pas forcément qui n'ont pas d'architecture ouverte, et donc la data peut pas facilement connecter les uns avec les autres. Donc c'est vraiment un problème, c'est un vrai problème qui doit être adressé, quoi, par les industriels un peu ambitieux qui veulent faire ça. Et puis, il y a aussi le sujet, et ça c'est vraiment, c'est un sujet hyper technique, mais parfois dans les algorithmes d'intelligence artificielle, vous vous retrouvez à avoir des algorithmes qui donnent des résultats sans que vous compreniez très bien pourquoi ils donnent ces résultats. Et donc, dans l'industrie, autant sur certains sujets, vous voulez juste que ça marche, et c'est pas très grave de savoir si vous savez pas exactement pourquoi ils donnent ce résultat. En général, les industriels, ils veulent avoir des systèmes d'IA qui peuvent être transparents et explicables. Donc, c'est-à-dire que quand ils font telle recommandation, on sait pourquoi il fait telle recommandation. Donc, c'est des sujets techniques, et ça, normalement, c'est le travail du data scientist de privilégier des approches qui sont transparentes, explicables, auditables sur certains sujets. Je pense notamment aux sujets d'infrastructure qui sont très... moi, typiquement, actuellement, je travaille sur des sujets autour de l'optimisation des flux d'eau, donc dans des unités industrielles. Donc, vous vous retrouvez dans certaines situations, vous devez privilégier un acteur plutôt qu'un autre dans la gestion de l'eau. Et donc, c'est l'algorithme qui va vous dire, l'eau, vous devez plutôt l'envoyer à telle personne, enfin, à tel acteur plutôt qu'à tel acteur. Et vous devez savoir pourquoi, en fait, parce qu'il y a de l'enjeu. Et donc ça, c'est une des raisons qui explique le fameux AI Act dans l'Union européenne. C'est l'idée de dire, à partir du moment où vous avez des algorithmes qui donnent des recommandations qui sont très importantes, qui sont critiques, on doit savoir comment ils fonctionnent, et ces algorithmes doivent être auditables, en fait. Donc voilà, et donc c'est des choses qu'on retrouve dans ce rapport. Donc là, avant que je vous laisse la parole et que vous nous posiez plein de questions, je suis très preneur de vos retours. Je vais juste revenir sur un certain nombre de recommandations concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès demain. Donc la première recommandation quand même que je mettrais, c'est d'avoir une politique de la donnée qui soit ambitieuse et qui soit sérieuse. C'est-à-dire que vous devez avoir ce que j'appelle un alignement entre la stratégie de la donnée et la stratégie de l'entreprise. Donc, et c'est pour ça que ça doit quand même être porté par les C-level, par le DG ou le comité exécutif de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà la stratégie de l'entreprise. Est-ce que je veux être le meilleur au niveau des coûts? Est-ce que je veux plutôt innover au niveau des produits? Est-ce que je veux... Voilà. Donc, vous avez des grands axes stratégiques pour l'entreprise.
Et ces axes-là, ils se déclinent sur une politique de la donnée. Donc, du coup, pour réaliser cet objectif stratégique, voilà tous les efforts que je dois faire et toute la donnée que je dois capturer. Et donc, c'est cette donnée-là, même si au début, vous n'avez pas nécessairement exactement ce que vous allez en faire tout le temps, mais c'est un investissement, c'est un actif qui doit être considéré comme stratégique par toutes les entreprises, en fait. Et donc, non, vous avez des entreprises où vous avez un Chief Data Officer, vous avez des entreprises où vous avez un Chief Digital Officer et qui a dans son équipe quelqu'un qui est dédié à la data. Mais avoir quelqu'un et une petite organisation, en fonction de la taille de votre entreprise, qui est dédié à la capture et à l'organisation de la data, c'est vraiment indispensable en fait. Et c'est grâce à ça que vous pouvez faire, dans un premier temps, de la data analytics, donc avoir des dashboards de visualisation de tout type, et aussi faire des choses un peu plus sophistiquées en développant des algorithmes d'intelligence artificielle. L'autre aspect autour de la data, c'est notamment la stratégie de la data, mais c'est aussi l'infrastructure. Donc, ce qu'on va appeler l'infrastructure, c'est les systèmes en eux-mêmes, donc les systèmes de collecte, que ce soit les capteurs IoT, les systèmes de gestion de la production, les MES, les ERP, voilà, tout ça. Donc, encore une fois, je sais qu'on a un public qui est très diversifié. On a des grosses entreprises industrielles, on a aussi des TPME. Donc, les capacités d'investissement ne sont pas les mêmes. Mais voilà, ça doit être, si vous avez les moyens, c'est un investissement qui, s'il est bien piloté, peut créer beaucoup de valeur qui est un vrai actif pour l'entreprise, en fait. Même pour la plateforme de stockage, idéalement un data lake ou voilà. Après, est-ce que ça peut être dans le cloud ou pas? C'est tout un sujet sur lequel que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais voilà. Donc, à la fois des systèmes pour collecter la donnée et aussi des systèmes d'intégration et de ce qu'on va appeler ETL, Extraction, Loading, Extraction, Transformation and Loading, pour être sûr qu'on peut stocker cette donnée, la visualiser, la manipuler facilement, la cleaner, la corriger, pour être sûr que effectivement vous ayez de la donnée de bonne qualité. Tout le monde connaît le proverbe garbage in, garbage out. Si vous avez de la donnée de façon qui n'est pas très bonne, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi un volet qu'il ne faut pas négliger, qui est le volet culturel. Et donc, il y a un gros effort de formation à faire auprès des collaborateurs pour que tout simplement, ils aient, on va dire, le réflexe de la donnée. Donc, c'est encourager les gens à prendre des décisions data-driven plutôt que de prendre des décisions basées sur l'expérience ou sur le feeling. Et il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mettre en valeur les personnes un peu qui sont un peu les plus innovantes et qui sont des précurseurs dans ce domaine au sein de l'organisation, lancer des challenges pour mettre en valeur la personne qui a pu mettre un pilote qui utilisait la data pour résoudre telle ou telle problématique. Donc, c'est des choses qu'on voit très souvent dans les organisations, des challenges d'open innovation autour de la data. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc. Mais ça commence quand même par la data en termes de recommandations. Donc, tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est vraiment quand même le prérequis pour pouvoir se lancer dans ces sujets-là. La deuxième recommandation, c'est ce qu'on va appeler une stratégie IA cohérente. Donc ça dépend encore une fois, ça dépend quand même beaucoup des organisations, mais à partir d'un certain degré de maturité, vous devez avoir une espèce de roadmap de projet qui, pour vous, s'ils sont réalisés, créent de la valeur pour l'organisation. Alors, l'IA, comme n'importe quel levier technologique, on se retrouve très souvent dans une situation où vous avez des gens dans l'organisation qui veulent faire des sujets parce que c'est intéressant et c'est marrant, et donc ils se disent ouais, non, j'aimerais bien faire de l'IA, mais sans forcément être sûr que le sujet va vraiment permettre à l'entreprise soit de baisser des coûts, soit d'augmenter les revenus, soit d'améliorer la sécurité. Mais c'est important d'avoir évidemment le support du top management pour l'initiative d'IA. Et donc, du coup, autant que possible, ce que font les grosses organisations, c'est de mettre en place une stratégie IA. C'est-à-dire que vous comprenez les objectifs stratégiques de l'entreprise. Par exemple, vous voulez avoir un cost leadership, vous vous dites non, nous, on doit baisser les coûts et on doit autant que possible passer sous telle barrière au niveau de nos coûts. Après, la question, c'est de se dire, voilà, est-ce que l'IA peut être un levier pour réussir cet objectif stratégique? Ensuite, vous avez toujours une espèce de mapping préalable où vous avez des opportunités potentielles parce que vous avez de la data, parce que donc vous vous dites, voilà, ce problème-là, on a de la data, on pense qu'il pourrait être résolu par l'IA, et donc vous avez une première liste de sujets, on va dire, candidats. Ensuite, pour chacun de ces sujets, vous avez un impact business éventuel.
mais qui est éventuel, parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, il y a toujours un risque que ça ne marche pas. Donc, vous n'avez pas vous le voir comme étant si le projet marche, on pense que ça pourrait nous rapporter tant. Et ensuite aussi, évaluer la faisabilité technique. Donc, c'est des sujets qui sont quand même très techniques. Donc, il faut avoir des experts qui vous disent ça, c'est faisable, ça va être compliqué, mais c'est jouable. Ça, c'est très, très compliqué. Et donc, d'avoir une espèce de matrice faisabilité-impact. Et donc, du coup, d'avoir votre roadmap de projet IA pour l'organisation. Et donc, voilà, c'est important parce que sinon, vous pouvez vous retrouver à faire un petit pilote à droite, à gauche, que vous essayez, qui ne sont jamais vraiment faits à l'échelle et qui ne sont pas forcément poussés par le top management, quoi. Donc, c'est important d'avoir quand même une vision portée par le top management avec une liste de projets stratégiques qu'on considère importants pour la boîte avec un petit boulot qui a été fait en amont, quoi. Alors, ça aussi, ce que moi j'appelle la stratégie IA, c'est aussi que au sein de l'organisation, vous soyez un peu conscient des différents métiers autour de l'IA. Donc, vous avez, je sais qu'on se rapproche bientôt il est presque midi, donc je ne vais pas rester trop longtemps et je vais vous donner la parole. Mais les grands métiers, c'est quand même data scientist, donc ça, qui va développer l'algorithme. Euh, Vous avez un métier un peu émergent que les gens connaissent pas trop, mais qui dans l'industrie est très fréquent. C'est ce qu'on va appeler un analytics translator, qui peut être le data scientist, mais qui peut aussi être une autre personne, qui va vraiment être la personne qui va faire le lien entre le métier industriel et le data scientist. D'expérience, parfois les data scientists, surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ils vont vouloir utiliser toujours les mêmes familles d'algorithmes pour les problématiques industrielles. Et donc, et parfois, c'est pas ce qui marche. Et donc, c'est important d'avoir des profils un peu hybrides qui puissent faire le lien entre les deux. Donc, le data engineer, ça va être vraiment la personne qui va gérer, qui va structurer la donnée, surtout dans les projets qui sont très consommateurs de données. Vous avez aussi le machine learning engineer, où il faut imaginer qu'une fois que les projets d'intelligence artificielle sont mis en production, ils sont déployés, il y a un gros travail pour monitorer la performance de l'algorithme, le réentraîner si nécessaire. C'est presque la plomberie, en fait, la plomberie de votre système une fois qu'il est mis en place. Et donc voilà, c'est de nouveaux métiers un peu émergents, mais qui sont importants pour être sûr que tout marche bien dans le temps. Et vous avez en général ce qu'on va appeler un product owner, donc c'est au sein de l'organisation celui qui va être demandeur du projet d'IA et qui va interagir avec les gens techniques pour faire sortir le projet. Alors maintenant, la mise en œuvre, et on va finir là-dessus. Si on veut, voilà, des recommandations concrètes, si on veut mettre en œuvre le cas d'usage. Alors, c'est tout bête, hein, mais déjà, le premier conseil que je donne, c'est vraiment de bien comprendre la problématique qu'on veut attaquer. Il y a parfois des gens qui veulent utiliser de l'IA à tort et à travers, alors parfois, il faut être un peu créatif et c'est pas forcément de l'IA qui est nécessaire. Donc, c'est ça que j'appelle comprendre le problème. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des gens, des excellents ingénieurs, en fait. Donc, des gens qui ont une très bonne formation académique, qui sont capables de dire ça nécessite de l'IA, ça, pas nécessairement. Donc, ça, c'est ça que j'appelle la phase de traduction. C'est de dire, à partir d'une problématique industrielle, voilà, je pense qu'on pourrait ordonnancer la production. Quelle approche algorithmique faire? Quelle approche pour le résoudre? C'est très rarement, tous ces sujets d'IA dans l'industrie, c'est très rarement plug and play. C'est très rarement un truc que vous achetez, vous configurez et ça marche. C'est sur certains sujets, ça peut l'être, mais c'est rare. Donc typiquement, l'ordonnancement de la production, c'est très rarement du plug and play, quoi. C'est quand même très souvent du sur-mesure. Il faut comprendre la problématique industrielle et voilà. Ensuite, très rapidement, une fois que vous avez votre algorithme qui est entraîné ou qui résout la problématique, bah, il faut à des équipes pour le déployer. Et rapidement voir si les résultats qui sont donnés sont cohérents avec l'industriel et ce que l'industriel vit au quotidien. Donc, je vais vous donner un exemple. En fait, les industriels ont des problématiques tellement différentes les uns des autres que c'est compliqué de donner des exemples qui peuvent convenir à tout le monde. Je trouve quand même que dans l'IA dans l'industrie, le domaine qui est le plus facile à mettre en œuvre et par lequel on peut commencer, c'est quand même tout ce qui est computer vision. Donc, c'est tout ce qui est, voilà, vous avez un problème de qualité. Actuellement, la qualité visuellement, elle est gérée par des êtres humains et on aimerait mettre des caméras pour automatiquement détecter des problèmes. Et ça, c'est quand même très mature et c'est pas super compliqué
De l'autre côté de la complexité, je trouve que les problèmes de supply chain, les problématiques de supply chain sont quand même beaucoup plus complexes, par exemple. Parce qu'elles sont complexes au sens où ça demande beaucoup plus de boulot et ça demande des ingénieurs beaucoup plus créatifs. Mais sur les sujets de computer vision, la démarche, ça va être assez simple. Ça va être déjà d'installer des caméras à l'endroit où on pense qu'il faut optimiser la qualité. Enfin, il faut qu'on puisse détecter la qualité. Ensuite, il y a un gros boulot de collecte de données. Donc, ça va être, par exemple, de prendre plein de captures d'écran et d'annoter manuellement. Malheureusement, ça va toujours être quelqu'un du métier qui doit faire ça et qui doit dire, voilà, là, il y a un défaut, là, il n'y a pas de défaut, là, il y a un défaut, là, il n'y a pas de défaut. Et contrairement à l'idée préconçue, on n'a besoin que de quelques centaines d'exemples. On n'a pas besoin non plus de milliers ou de dizaines de milliers parce que très souvent, vous avez des algorithmes et des modèles qui sont pré-entraînés. Et donc, du coup, vous ne partez pas de zéro. Donc, vous avez des algorithmes open source complètement gratuits qui sont pré-entraînés. Et le travail des ingénieurs, ça va être d'une certaine manière de peaufiner ou de fine-tuner ces algorithmes sur votre data à vous. Donc, vous allez ensuite entraîner un modèle de classification et vous allez ensuite faire déployer l'algorithme dans une interface web où vous allez pouvoir visualiser automatiquement s'il y a des problèmes de qualité sur votre ligne. Et donc, finalement, à la fin, vous avez un logiciel où, en temps réel, vous avez des captures d'écran. Alors, après, il y a plein de manières de le faire, toutes les secondes ou tous les laps de temps que vous décidez. Et vous enregistrez tous les problèmes de qualité. Donc, soit après, vous agissez sur la ligne directement, soit il y a quelqu'un qui va manuellement retirer le produit défectueux. Donc, après, on peut imaginer plein de choses. Mais donc ça, les sujets de computer vision dans l'industrie, c'est vraiment les sujets que je trouve les plus faciles à mettre en œuvre. Enfin, facile. Après, j'exagère, c'est pas non plus, c'est pas trivial, mais ça se fait et ça coûte pas une fortune. Donc voilà, ça c'est quand même important de le savoir. Et puis après, vous avez tous les autres sujets qu'on a vus un peu plus tôt. Donc ça, c'est le QR code pour. Je pense que c'est un peu tôt, je vous le montrerai à la fin. Donc voilà, j'ai essayé d'être synthétique et de ne pas être trop long pour justement que je vous laisse la parole. Et donc voilà. Donc Brahim, tu me dis comment tu veux qu'on s'organise pour les questions, mais moi je suis preneur de toutes vos questions et toutes vos remarques. Voilà, je suis à votre disposition. Merci Walid pour cette présentation très concise et précise et technique et certainement qui sera utile pour l'ensemble des acteurs qui sont avec nous. Je propose également en fait, de passer directement aux questions de l'assistance de l'audience pour un bon déroulement pour ceux ou bien celles qui souhaitent poser des questions à notre expert. Il lève la main, comme ça on active le micro pour eux, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une première question dans le chat. Tout à fait, Walid. Oui, il y avait une première question dans le chat. Je pense que je vais la lire. Il y a aussi une deuxième question. Si ces personnes souhaitent prendre la parole, ils peuvent le faire. Sinon, on peut déjà lire les questions. La question. Ouais, je vais lire la question. Sinon, effectivement, moi, je préfère que les gens me parlent. Mais alors, la première question, c'est donc pour l'exemple de l'OCP que vous avez cité, avez-vous testé vos algorithmes afin d'évaluer dans quelle mesure ils reflètent la réalité, notamment en matière de prévision de la demande, pour calibrer la production sur les besoins du marché? Pouvez-vous préciser la nature des données utilisées pour entraîner ces modèles? Et pourriez-vous nous fournir des liens ou des références fiables pour obtenir des algorithmes open source? Alors, avec plaisir. Donc, pour la prévision de la demande, alors en fait, ça dépend des sujets. Plus la demande, si on parle de la catégorie prévision de la demande, plus la demande elle est précise, notamment géographiquement, plus on peut à peu près la prédire. Parce que si je vous dis par exemple, moi je travaille sur des sujets d'énergie ou des sujets autour de l'eau, prédire la demande dans une ville par exemple, ça c'est des choses qu'on peut faire parce que c'est tout bête. Par exemple, la demande en eau, vous voyez bien vous-même que vous utilisez de l'eau le matin, le soir, la journée pas trop, le week-end un peu plus. Donc du coup, quand vous agrégez tout ça, il y a une dimension prédictive. Dans le cadre de l'OCP, si vous voulez prédire la demande en engrais en Amérique du Sud, d'une certaine manière, techniquement, c'est la même chose. Vous devez avoir des historiques de données, de demandes, et ensuite vous allez entraîner des algorithmes et vous allez essayer de voir si vous arrivez à prédire uniquement et pour voir si vos modèles sont corrects. En fait, vous avez toute une discipline là-dessus. Hein. C'est des approches très rigoureuses. Vous prenez tout votre historique de données, par exemple, de plusieurs années ou de plusieurs mois. Vous en laissez une partie pour pouvoir le tester. Donc, vous entraînez votre modèle sur une partie.
et ensuite vous l'évaluez sur la partie qui vous reste pour voir si votre modèle arrive à prédire. Dans les modèles de prédiction de la demande, en général, ce qu'on fait, on prend une approche très naïve. Donc, imaginons que vous voulez prédire la demande mensuelle d'un truc, quel que soit le truc. Vous dites, imaginons, je vais faire un modèle tout simple qui est de dire la demande le mois prochain, c'est la même demande que le mois actuel. Et puis, vous vous dites, et vous allez après faire votre modèle qui va être beaucoup plus riche, où vous allez prendre en considération la météo, des facteurs de la financier, etc. Et vous allez avoir votre modèle de prédiction, et vous allez voir est-ce que votre modèle de prédiction sur de la data réelle arrive à mieux prédire qu'un algorithme naïf. Et c'est comme ça que vous quantifiez est-ce que la prévision de votre demande est correcte. Donc voilà, en 30 secondes, on pourrait rentrer plus en détail, hein, mais voilà, en général, de toute façon, toutes les approches de modélisation sur ces sujets-là, elles sont très rigoureuses. Il y a beaucoup de littérature. Et normalement, si un data scientist est bon, c'est comme ça qu'il doit s'y prendre. Donc la nature des données, c'est vraiment des historiques. Je relis votre question. Alors les liens, alors comment dire, il y a tellement de choses. On est dans une époque où vous avez plein d'universités qui collaborent. Nous, on est vraiment des utilisateurs. En tout cas, nous, à Cleverlytics, surtout qu'on est une filiale d'université. Donc, nous, on est vraiment des utilisateurs de l'open source. Pour nous, la valeur, elle est vraiment dans comment on utilise des choses open source pour résoudre une problématique business. C'est là où nous, on se positionne. Mais autant que possible, si les choses existent en open source, on les utilise. Et donc, du coup, vous n'avez pas vraiment de ressources avec tous les trucs open source qui existent. Vous avez une famille de modèles. Vous partez de votre problématique. Vous prenez computer vision. Vous avez envie de travailler, par exemple, sur la computer vision dans un environnement industriel pour repérer des problèmes sur les bouteilles. Et franchement, ce que même nous, on fait, on va sur Google, best open source models sur tel sujet. Et là, vous allez avoir, plein de profils GitHub, en fait. Vous allez avoir le GitHub ou à l'intérieur duquel vous avez le code open source de cette problématique-là. Et en général, quand même, un bon indicateur, c'est de voir le nombre de fois où il a été téléchargé, le nombre de personnes qui l'utilisent, le nombre de personnes qui en parlent sur le web. Plus vous avez en gros de téléchargements sur le package open source, c'est quand même un marqueur de qualité, de robustesse. Parce qu'après, vous avez plein de gens aussi qui publient des choses open source un peu pour faire de la publicité pour leur organisation ou pour eux-mêmes. Et en fait, c'est pas forcément très utilisé. Mais quel que soit le sujet, vous avez des approches open source. Bon, honnêtement, je suis encore jamais tombé sur un problème où il n'y avait pas des choses open source. Après, parfois, tout est dans les détails. Parfois, par exemple, les sujets des LLM, vous avez des LLM open source. Actuellement, par exemple, vous n'avez pas d'équivalent open source aussi performant que les dernières versions de ChatGPT, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais ça, c'est en train de changer. Donc, vous avez à chaque fois des choses un peu payantes sur certains sujets, des choses open source, mais qui arrivent quand même à compete, quoi. Et voilà. Et nous, on privilégie toujours l'open source. Alors, excusez, je relis les questions. Il y a une autre question de Madame Souad aussi. Il y a une autre question, Walid, je ne sais pas, est-ce que tu arrives à la voir? Alors... C'est de Madame Souad ou Ouad. C'est comment l'intégration de l'IA peut-elle optimiser les principes de lean manufacturing tels que la réduction du gaspillage tout en garantissant pour être hyper honnête, moi je trouve que ça c'est ce que vous lisez dans la littérature même du lean manufacturing. Pour moi, en fait, chaque problématique, elle doit être comprise et elle doit être analysée. Par exemple, les variations de la demande, c'est tout un domaine qui est comprendre la demande. Donc, comprendre la demande, c'est des modèles de prédiction de demande qu'on a un peu évoqués. Et donc, tout ça, c'est une approche. Il faut comprendre la demande. Et donc, vous vous dites, est-ce que je peux avoir un outil, j'aimerais bien avoir un outil qui me prédit la demande à différents horizons de temps avec une certaine probabilité. Et c'est à partir de ça que je vais faire, par exemple, mon plan de production. Et donc, vous avez ce sujet-là, prédiction de la demande. Ensuite, vous pouvez avoir un sujet qui est la supply chain en amont, qui est comment je gère mes flux, comment je gère mes commandes en fonction de ma prévision de la demande. Et là, vous avez une première brique prévision de la demande. Ensuite, vous avez une deuxième brique. Si j'ai ma demande, comment est-ce que j'arrive à m'approvisionner avec telle et telle, avec ma politique de stock et je peux faire peut-être des simulations pour voir quelle politique de stock est la plus optimale. Pareil pour le gaspillage. C'est-à-dire que pour moi, c'est à chaque fois, c'est quand même un boulot d'ingénieur. À chaque fois, vous avez des problématiques qui sont importantes pour vous. Et ensuite, vous essayez de les résoudre de manière un peu créative avec de la donnée. C'est ça pour moi qui est important, c'est de dire, à chaque fois, quel que soit l'angle, on essaie d'utiliser de la donnée
et de l'analytics ou de l'intelligence artificielle pour le résoudre. En fonction Merci Walid. Il y a une troisième question de M. Sabit. Je ne sais pas, est-ce que tu la vois ou pas? Ah oui. Il te félicite déjà pour la qualité de la communication. Et la question est la suivante. Y a-t-il des algorithmes qui travaillent sur la gestion équitable et durable de l'eau d'irrigation? Alors, c'est sur quoi nous, on travaille dessus. On travaille dessus avec l'écosystème, donc avec des organisations autour de nous. Moi, je suis basé à Benguela, là, en ce moment, je vous fais ce webinaire de Benguela. Donc, comme vous savez, à Benguela, la question de l'eau, elle est très importante. Il s'avère que nous, on travaille avec des acteurs en plus, on est en train de discuter un peu avec des acteurs à Benguela, mais aussi avec d'autres acteurs. Tout ça pour vous dire oui, mais c'est pas typiquement ici, la complexité, tous les algorithmes sont open source. C'est juste que, comment dire, on développe nous-mêmes nos algorithmes. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Autant dans l'IA, dans la computer vision, vous avez des algorithmes qui existent et qui savent détecter plein d'objets. Et donc, du coup, quand vous voulez détecter des objets très particuliers qui vous sont propres, vous lui montrez quelques exemples et puis après, il sait le faire. Là, par contre, si on veut dire j'aimerais bien développer un algorithme pour optimiser l'irrigation, bah là, ça, il faut tout faire from scratch, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Donc, il faut comprendre le système actuel. Nous, typiquement, ce que nous, on observe, et vous pouvez, avec plaisir, pour en parler si vous avez des questions, en général, c'est les systèmes des réseaux de distribution d'eau, où vous avez une quantité d'eau disponible, et vous avez plein d'acteurs qui demandent de l'eau, mais à des moments différents, et vous avez des systèmes de stockage au milieu. Donc, vous avez de l'eau qui arrive, disponible, plein de gens qui demandent de l'eau un peu partout, mais à des moments différents. Et donc, du coup, vous avez des bassins de stockage au milieu, mais vous ne savez pas exactement quoi stocker et quand. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a quelqu'un dans le réseau qui n'a plus d'eau, alors qu'il y a quelqu'un d'autre dans le réseau qui a beaucoup d'eau, parce que vous avez mal stocké avant vos différentes quantités d'eau. Et donc, du coup, il y a des algorithmes sur lesquels nous, on travaille pour qu'à tout moment, on distribue l'eau de manière à ce que, quelle que soit la situation, sauf s'il y a une situation grave, mais personne ne se retrouve sans eau dans la manière dont vous distribuez l'eau. Et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi, parce que pour faire ça, vous devez être capable de comprendre quelle est la demande finale d'eau. Et vous devez prédire la demande pour être capable. Alors, c'est un peu technique, je ne vais pas trop vous embêter là-dessus, mais c'est des sujets très intéressants, c'est des sujets passionnants. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc, nous, on travaille dessus, mais il n'y a pas de package. C'est pas un truc que vous branchez et ça va marcher. Il faut comprendre, il faut développer des choses sur mesure pour le faire. Par exemple, vous dites distribuer équitablement l'eau. Ça veut dire quoi équitablement? C'est tout un sujet. Donc voilà. Tout à fait. Alors, il y a une question de Simstafa. Est-ce qu'il y a des organisations d'entreprises au Maroc qui ont déjà inclus l'IA dans leur système de contrôle de gestion? Et si oui, peut-on trouver leur liste ainsi que les types d'IA qu'elles utilisent? Et merci, je pense, Walid. Je ne sais pas, est-ce que tu as la réponse à cette question? Parce qu'en tout cas, ça ne te concerne pas uniquement. Tout à fait. Oui, j'ai pas de liste d'entreprises. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plein. Moi, je vous dis, par exemple, l'exemple de l'OCP. On utilise, ils utilisent sur. En fait, c'est pas du plug and play. C'est à chaque problématique, vous essayez de développer une solution algorithmique qui résout une solution de data science et vous la déployez dans votre installation. Et c'est en gros un outil qui va vous recommander. Et en général, donc ce que vous appelez le contrôle de gestion, j'imagine que c'est l'industriel, mais en général, comment ça fonctionne? D'abord, vous avez des interfaces qui vous recommandent des paramètres de marche. Et puis, une fois que c'est validé, ensuite, c'est automatisé. Donc, vous avez des lignes, je sais qu'à OCP, il y a des lignes qui tournent avec l'intelligence artificielle en production. Mais ce qu'on va appeler de l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui vont réguler la ligne automatiquement en fonction des variations et qui sont des algorithmes plus ou moins complexes. Donc, après la liste des entreprises marocaines, nous, on travaille avec tout un tas d'organisations, mais on ne peut pas dire le nom. Mais c'est des choses émergentes et c'est des choses qui, par contre, parfois marchent pas, mais parfois marchent. Donc voilà, et il faut essayer. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on lisait dans la littérature. Ça demande quand même du boulot. Alors, quelles sont les erreurs courantes? Pardon, Amina, excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense que non, c'est bon, tu lis. En tout cas, c'est la question de Saadi. Les erreurs courantes pour moi, déjà, dans n'importe quelle organisation, quel que soit le projet, il faut commencer par des projets qui, l'on pense, peuvent marcher. Donc déjà, il faut commencer par des projets qui sont quand même faisables. Typiquement, moi, je trouve que c'est pour ça que la computer vision, ça fait partie des sujets que je trouve sont pas trop sont faisables. Voilà. Et donc, du coup, les erreurs, je trouve, c'est tout de suite attaquer les sujets les plus complexes.
Et donc voilà. Et après, les erreurs, c'est tout simplement, il y a plein de choses. En fait, on ne peut pas découvrir les sujets tant qu'on n'essaye pas. Il y a aussi ce truc-là. Ou parfois, par exemple, c'est normal de vouloir essayer, en fait. Et c'est en essayant que vous allez voir s'il y a telle et telle data qui manque. Et s'il manque de la donnée, je vais rajouter tel capteur pour la capturer. Voilà. Donc, mais moi, je dirais, voilà, l'erreur, c'est de ne pas forcément avoir une vision stratégique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quels sont les sujets faisables et qui, s'ils marchent, vous permettront d'avoir le sponsorship du top management quand même. En fait, c'est quand même important, comme vous êtes dans un business. Une industrie, c'est un secteur industriel, c'est un business. Donc, il y a des clients, il y a des problématiques qui sont propres à son business. Et donc, tous les projets d'intelligence artificielle, ils doivent être au service de ce business. Et donc, il faut commencer par des sujets faisables et en même temps au service du business. C'est important, je dirais. Alors, Merci beaucoup, Walid. Il y a, je pense, Brahim. une autre question. Là, tu peux la lire. Si tu veux, Ouais. je peux la. Est-ce que l'IA est applicable aux industries qui produisent des éléments à caractère sensible? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Alors, c'est une très bonne question. Donc, pardon. Est-ce que l'IA est applicable aux industries qui produisent des éléments à caractère sensible? Et aussi, on sait que chaque entreprise a son propre secret de métier pour l'industrialisation de ses produits. Vous ne pensez pas que l'exploitation de l'IA pourrait être une source de problème pour la sécurité de son système? Alors, c'est une super question. Alors, pour la première, c'est pour ça que justement, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que nous, on appelle l'IA. Et comme ça, vous allez. Pour moi, ce que moi j'appelle l'IA, c'est des algorithmes qui apprennent sur votre donnée. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas appliqué sur des industries à caractère sensible. Encore faut-il que ce soit clair ce que vous vouliez faire, mais imaginons que vous le dites, voilà, je veux optimiser la qualité de l'uranium que je produis. Je ne sais pas si je dis l'uranium en ce moment, c'est très sensible l'uranium. Donc, si vous avez envie si vous produisez de l'uranium, vous pouvez développer des algorithmes qui vous permettent de stabiliser la qualité de l'uranium. Enfin, en tout cas, ça se tente. Je ne sais pas si c'est vraiment faisable, mais ça se tente. Par contre, effectivement, imaginons que vous êtes sur un truc hyper sensible, hyper stratégique. C'est pour ça que votre donnée doit être dans vos serveurs à vous. Et en fait, ce que vous avez appelé l'IA, c'est des familles d'algorithmes open source. Donc, vous allez utiliser de l'open source, vous allez télécharger la famille d'algorithmes, vous avez l'entraîner sur votre donnée et vous allez le déployer dans vos serveurs. Donc, du coup, c'est vous qui maîtrisez complètement l'algorithme. Jamais personne ne va utiliser, à moins que vous ayez quelqu'un de malveillant qui télécharge ce que vous avez fait et qui parte chez un concurrent. Mais sinon, c'est pas comme ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est confusing. Quand vous posez des questions à ChatGPT, il peut utiliser vos questions et il y a peut-être quelqu'un ailleurs dans le monde qui, quand il va interroger ChatGPT, ChatGPT aura utilisé les questions que vous avez posées. Donc, et c'est une réalité. Par contre, ici, votre application, elle est dans vos serveurs. Les algorithmes sont entraînés sur vos données. Et donc, vous avez le contrôle total tant que votre DSI ne fait pas n'importe quoi. Donc, si c'est bien fait, non, il n'y a pas de problème de sécurité. Au contraire, vous construisez un asset pour votre organisation. C'est-à-dire que même après, d'un point de vue de la valorisation de votre entreprise, vous dites, nous, on a nos propres procédés de production et on a développé des algorithmes pour encapsuler notre savoir-faire et automatiser notre ligne de production, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que votre réponse est très pertinente. Après, nous avons d'autres questions, toujours en lien avec votre ex à l'OCP. C'est une question qui émane de M. Anas. Merci Walid pour cette présentation. Vous avez évoqué le sujet de customization des solutions et la difficulté de trouver des solutions plug and play. Sa question, en fait, c'est la suivante. Que pensez-vous du développement d'outils en interne personnalisés ayant permis pour plus de sécurité et d'intégrité des données? Exactement, ça revient à ce que je disais juste avant. En fait, c'est pas non seulement c'est une bonne idée, mais en fait, je ne vois pas d'autres solutions. Par exemple, si vous avez envie de développer des solutions d'IA sur vos lignes de production, vous pouvez peut-être utiliser le cloud, mais en réalité, c'est même pas absolument nécessaire sur cette famille de sujets-là. Si vous n'avez pas envie que vos données industrielles soient dans le cloud et soient dans un serveur à l'étranger, en fait, vous pouvez tout faire on-premise. Parce que les algorithmes d'IA dont on parle, c'est des algorithmes très légers. C'est aussi important, c'est qu'en fait, par exemple, les chats GPT, imaginons que vous vous dites, moi, je veux mon chat GPT à moi dans mes serveurs et un chatbot, je lui pose plein de questions, il me répond. Ça, c'est très complexe à faire, c'est très lourd et il vous faut des GPU et je ne vous le conseille pas parce que la valeur ajoutée n'est pas folle. Par contre, vous me dites, non, je veux un algorithme qui me recommande les réglages de mes machines en fonction des défauts. Ça, c'est pas facile à faire, mais si vous arrivez à le faire, c'est léger à déployer. Et donc, du coup, vous pouvez le faire dans votre infrastructure.
Et donc, mais par contre, c'est rare que vous trouverez des solutions en plug and play. Sauf si, par exemple, le constructeur de la machine que vous avez acheté a déployé sa propre solution, par exemple, ce genre de choses. Mais en fait, nous, par exemple, moi, j'ai été approché par plein d'acteurs de logiciels avec des grandes marques, et je ne vais pas te citer les noms, qui disent, oui, nous, on fait de l'IA dans l'industrie, vous inquiétez pas, on sait le faire. Et après, quand je vous dis, vous avez déjà fait ce problème en particulier, ils vous disent non, non, mais on a fait un truc qui ressemble, on pourra le faire. Mais en fait, non, ils ne peuvent pas le faire parce que toute la complexité, c'est le problème en particulier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du plug and play, c'est pour ça que c'est des sujets assez complexes où il faut des ingénieurs, il faut quand même des bons ingénieurs. Et Nous avons une autre question, Monsieur Walid, qui émane de Madame Fatem Zahra Shraibi, qui dit que selon votre expérience, quel est aujourd'hui le niveau de digitalisation et d'usage de l'IA dans l'industrie au Maroc? Alors, de ce que je vois, après on va pas mentir, c'est quand même le début. Ça dépend beaucoup de ce que. Donc nous, il s'avère que dans un contexte particulier, j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'industriels et j'ai été amené aussi à travailler avec des acteurs de l'innovation dans ce sujet-là. Ce que j'ai pu voir, c'est que le secteur de l'automobile, par exemple, avait essayé plein de choses et ils avaient des lignes où ils étaient assez avancés sur l'usage de l'IA. Pour moi, c'est quand même assez corrélé à la taille de l'entreprise et aussi un peu à sa maturité digitale. Parce que ça demande des investissements, ça demande d'être capable de prendre des risques. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, il faut investir dans l'infrastructure de données. Donc le secteur de l'automobile, c'est un secteur qui essaye plein de choses. Évidemment, le secteur des mines et de la chimie, qui, en tout cas l'OCP, de ce que je connais, qui franchement fait beaucoup de choses sur ce volet-là. Et après, vous avez aussi des acteurs un petit peu innovants, mais on est au début de cette transformation. C'est-à-dire que il y a encore. Mais moi, j'ai assisté à plein d'événements en Europe, par exemple. Même en Allemagne, c'est pas non plus encore complètement mainstream, quoi. Donc, c'est des choses qui sont poussées. Mais je vous donne un exemple tout bête. J'ai été amené à rentrer dans une BYD récemment, donc une voiture chinoise, qui est un peu le fleuron de la technologie chinoise. Et ils ont une intelligence artificielle, non pas dans les lignes de production, mais dans la voiture à qui vous pouvez parler. Et ben, en fait, j'étais déçu parce que ce truc tout bête, je leur ai demandé de faire. Le toit était ouvert. J'ai dit, bah, tu peux fermer le toit ouvrant. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, peux-tu fermer le toit ouvrant? Ils m'ont dit non, le toit est déjà ouvert. C'était pas. J'ai dit, bah oui, mais c'est pour ça que je veux le fermer. Tout ça pour vous dire, même un acteur qui est leader des technologies chinoises, dans les voitures, c'est une des marques qui vend le plus de voitures actuellement dans le monde, les assistants vocaux dans les voitures ne sont pas du tout matures. Beaucoup moins que ce qu'on peut trouver. Il y a toujours un lag en fait entre la maturité d'une technologie. Je raconte tout ça pour expliquer qu'il y a toujours un décalage entre la maturité d'une technologie et sa diffusion concrète chez les industriels et dans des entreprises, même chez des très gros acteurs, quoi. C'est ça que j'essaie d'expliquer à travers cette petite anecdote. D'accord. Monsieur Walid, nous avons une autre question de Monsieur Nidali. Je pense que c'est une question à caractère personnalisé parce que il pense des modèles IA open source que l'on pourrait déployer pour une blanchisserie industrielle semi-automatique. Travaille avec des. Moi, j'ai une question. Attendez 2 secondes. Je regarde parce qu'il y a une question aussi que j'ai ratée. Walid, le temps que tu lises les questions, c'est une bonne chose. Ce webinaire, vraiment, c'est aussi une opportunité pour tout ce qui est réseautage, pour tout ce qui est mise en relation des personnes. Oui. Là, je vois qu'il y a déjà une question d'une personne, il y a déjà une proposition d'appui et de travail en parallèle avec cette personne. Ça, c'est une bonne chose. Ça, quand tu vérifies sur la partie de chat, oui, ça, c'est une bonne chose aussi. Bien sûr, Et je te laisse continuer la lecture des questions, toi, Ibrahim. Ouais, alors il y a une question. De toute façon, je pense, Amina, tu pourras leur transmettre mes coordonnées, mon adresse mail avec plaisir s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec plaisir. Alors, y a-t-il des modèles IA open source que l'on pourrait déployer pour une blanchisserie industrielle semi-automatique qui travaille avec des clients clés? Le but est de réduire les non-conformités de qualité du linge, tâches, mauvais repassage, réduire les écarts de comptage du linge qui se fait manuellement. Oui, ça clairement. Bah, en fait, les modèles ils seront open source. Dans ce genre de cas d'usage, vous allez payer les ingénieurs qui vont travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y aura de la prestation de service. C'est ça. C'est qu'il y aura pas, ce ne sera pas une solution. Mais par exemple, pour compter les serviettes, ça c'est exactement ce que je disais. Ça c'est des caméras qui comptent les choses. Ça c'est facile à faire. Par exemple, ça, franchement,
Après, des caméras qui détectent les défauts, ça, faut tenter, mais je pense que ça se fait. Après, la maintenance préventive optimisée, la réduction des coûts liés à l'ordonnancement, ça, c'est peut-être un boulot un peu plus dur, mais ça se fait aussi. Donc, tout ça pour vous dire, vous avez tous les sujets. Vous avez votre roadmap IA. Là, vous avez votre roadmap, Monsieur Blanchisserie, je ne sais pas, Monsieur Serrachid. Donc, votre roadmap, moi, je conseillerais de faire d'abord les sujets qui ne coûtent pas trop cher à implémenter et qui vous permettent déjà de voir un retour sur investissement parce que c'est pratique. Et de petit à petit, monter. Et après, la question, c'est de dire, est-ce qu'il faut recruter des gens en interne? Est-ce que vous passez par des boîtes, par des prestataires? C'est ça après la question. Et quels sont les coûts que vous pouvez vous permettre en fonction du sujet, voilà. Mais oui, vous pouvez le faire. Et tout sera open source. Vous allez tout réentraîner dans votre infrastructure. Vous avez tout réentraîné et développé dans votre infrastructure. Mais ça ne sera pas du plug and play. C'est ça que je veux dire. Par contre, vous n'allez pas voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait AI pour la blanchisserie, mais ça me surprendrait. C'est des ingénieurs qui ont des trucs open source, qui vont déployer des choses pour vous. Voilà. Alors. Walid, en fait, il y a deux autres questions qui émanent, pour lesquelles les gens ils souhaitent revenir à ce que vous avez discuté auparavant dans la presse. Il y a une question qui émane de monsieur ou bien madame Hasni, qui souhaite que vous développez plus la question des capteurs pour la collecte du data et stockage. Alors, et une autre question de monsieur Jebran Slimani, qui souhaite avoir plus d'informations sur l'explainer AI. Vous y avez touché un peu dans la presse, mais on aimerait avoir un peu plus de détails. Alors, pour la question des capteurs et de la donnée, pour être totalement honnête, monsieur ou madame Hasni, moi, je travaille surtout sur l'utilisation des données issues des capteurs. Mais par exemple, on travaille rarement avec l'entreprise que je dirige. C'est rarement nous qui installons les capteurs. Nous, on arrive après. Nous, on arrive dans la valorisation de la donnée et dans le développement des algorithmes. Donc, j'ai un petit peu de culture générale, mais ce n'est pas là où j'ai le plus de knowledge et d'expérience. On travaille avec des partenaires qui le font, quoi. Même si peut-être on sera amené à le faire pour d'autres sujets, mais voilà. Donc, je ne pourrais pas malheureusement vous aider sur cette question. Par contre, sur la question d'explainable AI, ça, oui, beaucoup. En fait, parfois, nous, en gros, il y a plusieurs aspects. Soit, parfois, en fait, nos clients ils nous disent qu'ils veulent faire de l'AI pour un problème, et après, on réalise en fait que le mieux, c'est de faire un modèle mathématique, en fait. Et ce que j'appelle, c'est différent. Un modèle mathématique, vous allez avoir complète transparence. Par exemple, vous allez dire une régression linéaire, par exemple. Ça, une régression linéaire, techniquement, c'est le premier chapitre des cours sur l'intelligence artificielle. Une régression linéaire, ce qui est bien, donc c'est un modèle assez simple, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, tous les coefficients, ils ont une signification si vous faites bien le travail. Et donc, du coup, c'est complètement explicable. Alors après, vous pouvez vous dire, ouais, peut-être que le phénomène n'est pas linéaire, et donc du coup, vous devez faire peut-être des régressions polynomiales ou des régressions, mais avec des modèles mathématiques un peu plus complexes. Donc ça, c'est typiquement les sujets que nous, on fait quand c'est important que ce soit explicable. Typiquement, nous, sur certains problèmes sur lesquels on travaille, le client, lui, il a une idée de la sensibilité. Il dit, voilà, j'aimerais un algorithme qui optimise tel procédé. Je sais qu'en moyenne, si je change l'input de X en sortie, ça me donne à peu près Y. Donc, j'aimerais que le modèle, quand il va être mis en production, on retrouve les X et les Y à peu près. Et donc, du coup, nous, on prend ça et on va bidouiller le modèle pour qu'il puisse être conforme à cette contrainte. Donc, pour qu'il soit explicable, justement. Donc voilà, tout ça pour dire, ça dépend vraiment du sujet, mais c'est tout un domaine. Vous avez des algorithmes qui sont tout simplement explicables, quoi, qui disent, les arbres de décision, ils sont explicables, des modèles de machine learning qui sont... Donc après, ça dépend vraiment de la problématique, mais c'est un sujet qui est important, l'expliquer. Puis des fois, c'est tout simplement un algorithme qui fait if, else. Vous voyez, donc avec des conditions et qui est complètement transparent, qui est complètement explicable. Donc, avant de continuer, Walid, en fait, je souhaite juste informer M. Youssef El-Bsaïli en fait, que nous avons déjà pris note de sa demande. Nous n'hésiterons pas de revenir vers lui, soit on le met en contact avec vous, parce qu'apparemment, en haut, il a essayé de se présenter en disant comme quoi, voilà, qu'il s'agit
Bonjour, merci pour la qualité de la presse. Je suis ingénieur en supply chain. J'ai travaillé sur plusieurs projets en liaison avec l'Internet des objets, l'IA, avec des modèles comme Prophet. Je serai à votre disposition si vous voulez à l'intégration de l'Internet des objets avec l'IA. En fait, c'est plus une demande de collaboration, j'imagine, plus qu'une C'est ça. question. Non, bah, vous pouvez Voilà. vous pouvez me contacter sur LinkedIn, par exemple. Parce qu'encore une fois, il a essayé de laisser un message en bas, de veiller consulter mon message. C'est pour cela que j'ai essayé de le rassurer un petit peu par rapport à la prise en compte de sa Ok, demande. ok, pas de souci. Alors, Il y a alors, pour Madame Madame la doctorante, Fabien. Voilà, effectivement. non, moi j'ai pas de. Nous, on n'est pas une entreprise qui, on utilise la donnée, mais la donnée, la donnée, elle est confidentielle. Donc, vous devez aller voir d'autres acteurs publics ou privés qui vont vous transmettre leurs données. Mais nous, on ne peut pas transmettre la donnée. Euh, ta, 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 ta. Non, mais moi, je pense, excusez-moi, là, je réponds à la question de Madame Wafa Boufal. Euh, alors, sur le lien entre les Les collaborations axes entre de les entreprises. collaboration. Oui. Alors ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais là, il est un peu tard, mais parce que je travaille à l'UM6P, donc on fait que ça. En fait, ce qui est vrai, c'est que parfois, euh, il y a deux problèmes. Des fois, les entreprises ne font pas confiance aux universités et elles font pas assez confiance à la capacité de l'université de résoudre des problématiques pour elles. Et de l'autre côté, parfois, les universitaires, donc les chercheurs, les doctorants, comme ont eu peu d'expérience dans une entreprise, n'ont pas forcément la culture du livrable à fort impact. C'est-à-dire que ça peut arriver, moi je le vois encore aujourd'hui, les chercheurs parfois, bah, leur carrière historiquement, elle est plutôt drivée par la qualité des papiers, des articles scientifiques qu'ils vont produire. Et donc du coup, eux, quand ils travaillent avec une entreprise, ils aimeraient idéalement que ça puisse leur permettre d'écrire un article. Alors que l'entreprise, fondamentalement, elle va payer quelque chose, elle a envie d'avoir un retour sur investissement d'une manière ou d'une autre, ou voilà, un livrable exploitable. Et donc, et pour ça, ça demande beaucoup de communication, ça demande de beaucoup passer du temps. L'universitaire doit passer beaucoup de temps à comprendre la problématique de l'entreprise. Donc, c'est tout ce travail-là que parfois, et en même temps, l'entreprise doit savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse appel à un universitaire pour cette question ou pas. Donc, ça demande des shifts culturels. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile. Mais donc, nous, c'est pour ça que nous, on en a fait une filiale, typiquement. Donc, nous, on est une entreprise qui ne fait que ça, une filiale d'université. On recrute beaucoup de PhD, mais moi, les PhD que je recrute, je leur demande, je leur dis voilà, tu vas nous rejoindre. Donc, c'est des gens qui ont fini leur PhD. Mais quand ils nous rejoignent, c'est clair que ils vont pas publier des articles. Enfin, s'ils veulent, ils peuvent. Mais notre objectif, c'est de résoudre des problématiques pour les entreprises. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire, je pense que à l'échelle internationale, les collaborations entre les universités et les entreprises sont difficiles. Il n'y a pas qu'au Maroc ça. Mais elles sont d'autant plus difficiles quand il y a des shifts culturels. Donc quand des universitaires n'ont jamais bossé en entreprise ou voilà, c'est aussi un muscle à développer pour les universitaires, de s'adapter à la demande de l'entreprise et d'avoir l'intention de leur faire gagner quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Nous avons d'autres questions, Monsieur Walid. La première, ça émane de Madame Shaima Al-Attawi qui dit que comment chacun de nous, en tant que collaborateur de l'industrie, peut-il s'adapter et contribuer efficacement à cette nouvelle ère de l'hypermanufacturing? La deuxième question, ça émane de Monsieur Hicham Ben Abdel Jalil. Ma question, c'est l'IA n'est pas toujours précis. Il y a des hallucinations. Comment peut-on éviter ces hallucinations Alors, pour qu'ils ne peuvent pas impacter les processus de manufacturing dans l'industrie? alors si Richard, merci pour la question. En fait, pour les hallucinations, même le mot d'hallucination, c'est quand même c'est très propre à l'univers des chatbots du type ChatGPT. Et donc, pour moi, dans l'industrie, moi, tout ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, ce sur quoi j'ai parlé aujourd'hui, c'est pas vraiment propre au chatbot. Ça va être les algorithmes, on va dire, numériques ou sur les images. Donc, du coup, à la rigueur, l'analogie de l'hallucination, ça va être les erreurs statistiques. Si vous avez un modèle statistique qui prédit, par exemple, si quelque chose va tomber en panne, il faut avoir l'humilité de voir ça, de voir qu'il y aura toujours peut-être des erreurs. Et donc, justement, c'est aussi pour ça que c'est important que tout soit vérifié par des êtres humains, très souvent, et que vérifier que les recommandations données par l'algorithme, elles soient, j'ai envie de dire, cohérentes et qu'il n'y ait pas d'aberration.
Donc voilà. Mais normalement, c'est la manière dont travaille le data scientist qui dit voilà les prédictions données par mon algorithme, voilà les erreurs que ça fait, et après on décide ou pas de le mettre en production et on accepte que peut-être qu'il parfois il va se tromper. Et on est obligé, c'est le propre. Typiquement sur les sujets de computer vision, oui, des fois il va détecter un défaut alors qu'en fait il n'y en a pas vraiment. Donc ça va être défaut positif, défaut négatif. Mais vous savez normalement statistiquement qu'il n'en fait pas beaucoup. C'est pour ça que vous l'avez mis en production. Et donc, du coup, vous devez monitorer. Si tout d'un coup, il commence à avoir beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs, et ben dans ce cas-là, vous devez réentraîner le modèle ou vous devez faire quelque chose et vous devez changer le modèle. Mais justement, c'est ça, tout le travail, une fois que le système est en production, de monitorer que la quantité d'erreurs, elle est faible, elle est aussi faible que dans les tests. Alors, Je ne sais pas si on peut donner une réponse à Madame Shaima Latawi, parce que c'était en fait la première question oui, donc avant la. c'est une question assez large de dire comment on peut s'adapter. Je pense que le plus important, c'est de voir comment vous pouvez créer de l'impact dans l'organisation. Donc, c'est très vague ce que je vais dire, mais donc en fait, il faut imaginer que votre intérêt, c'est le même que l'intérêt de l'organisation. C'est d'essayer de faire en sorte que l'entreprise soit performante, qu'elle arrive à produire au meilleur prix. Et donc, c'est d'essayer de voir quelles sont toutes les sources de gaspillage un peu structurelles et donc de proposer, par exemple, dans le cas où les coûts sont très importants, c'est de proposer à chaque fois des initiatives pour baisser les coûts sans évidemment nuire à la qualité et au bien-être des salariés. Mais c'est une question aussi d'état d'esprit, c'est de voir quelles sont tout ce que les inefficiences qui ne créent pas vraiment de valeur pour le client final. Donc c'est ça le principe du lean en fait, hein, de toute façon. C'est d'essayer de voir quelles sont toutes les inefficiences qui, in fine, c'est juste de l'argent perdu pour rien, sans que le client final s'y retrouve finalement, l'acheteur, celui qui va acheter le produit que vous produisez. Donc, Pour la question de monsieur ou bien madame Zien, j'aimerais bien que vous donniez juste une réponse pour la première partie de la question, parce que la deuxième, je pense que vous avez déjà évoqué alors, précédemment. ouais. Et Oui, voilà. oui. Alors, les limites de l'utilisation de l'IA pour la gestion de la sécurité industrielle, en fait, ce que peut faire l'IA, ce qui est vrai, franchement, c'est qu'aujourd'hui, si un être humain peut voir quelque chose, une caméra peut le voir. Franchement, quasiment. Et donc, il y a un vrai. Moi, je le vois dans les sujets de tout ce qui est computer vision pour la sécurité industrielle. Il y a vraiment des choses de plus en plus performantes qui sont mises en production à l'échelle internationale. Et après, les limites, c'est que parfois, on se repose trop sur des systèmes, sur des logiciels, et on oublie le facteur humain, le facteur formation. Voilà, parce que le logiciel, il peut observer s'il y a un problème de sécurité, par exemple. Mais en amont, on aurait aimé que ce problème n'arrive jamais. Donc, il y a tous les enjeux de formation, par exemple. C'est toute la politique de la HSE. Mais ce qui est évident, c'est que l'IA, ça va être un gros levier pour la HSE. Donc, mais c'est un levier parmi d'autres. Ça ne peut pas être le seul levier. Après, il y a Je la pense qu'on va question. terminer. Je Ouais, pense qu'on va terminer avec la question de Madame Siham Al-Harrach, en fait, c'est ça. qui pose la question, voilà, peut-on imaginer des usines autonomes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans intervention humaine? Et là, il fait référence à Dark Factory. D'ailleurs, en fait, c'est juste, j'ouvre une petite parenthèse. En fait, c'est Dark Factory. En fait, c'est une thématique que nous avons proposée dans le cadre de ce cycle de webinaire, mais apparemment, après des consultations internes et externes, et là, il s'est avéré que c'est déjà un petit peu avancé par rapport au contexte industriel marocain. Peut-être que c'est applicable à l'échelle internationale, mais pour le Maroc, il faut commencer par si on veut dire, par les bases, les BABA, avant de passer à ce genre de thématiques un petit peu plus avancées. C'est vrai. Et je vous laisse la parole, Monsieur Walid, pour donner des compléments Mais, d'information mais quand vous dites peut-on imaginer des usines, après, je pense qu'il faut toujours avoir des êtres humains qui checkent que tout va bien. Mais moi, je pense effectivement qu'on peut imaginer des usines en partie autonomes. Franchement, parce que moi, je travaille sur certains sujets qui sont connexes à ça. Ce qui est vrai, c'est que c'est la mise en production qui est compliquée, il faut de la confiance, ça se fait petit à petit. Mais moi, je pense qu'on va aller vers ça. Et je pense que, enfin, il y aura toujours de l'intervention humaine, parce que des fois, les algos se trompent, parce que voilà. Mais, mais pour moi, il y aura de plus en plus d'autonomisation dans les usines. Pour moi, ça me paraît une évidence. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose bon, moi, j'y crois. Ça va prendre du temps, mais j'y crois. Euh, et donc, alors, les risques et les inconvénients potentiels,
Je pense, Brahim, on avait dit qu'on allait s'arrêter à la question d'avant. C'est ça que tu avais dit. Parce que là, c'est une question. Effectivement, mais Non, je plaisante si parce vous que c'est voulez une question qui est large. brièvement Non, pour ne pas laisser cette question-là comme non, ça. les seuls inconvénients, les risques, c'est vraiment, c'est d'avoir une espèce de confiance aveugle. Voilà, c'est juste ça. C'est ce qu'on disait plus tôt, c'est qu'en fait, c'est des systèmes statistiquement qui peuvent ne pas se tromper, mais qui aussi qui peuvent se tromper. Et donc, il faut en avoir conscience. Et donc, du coup, il faut les considérer comme tels. Donc, c'est des outils d'aide à la décision. C'est des outils qui peuvent être très puissants, mais c'est des outils, voilà, il faut savoir comment ça marche et il faut les utiliser de la bonne manière. Et un peu comme, pour le coup, c'est un peu comme ChatGPT où c'est utile, c'est quand même très sympa, mais en fait, on sait très bien que des fois, il dit n'importe quoi, quoi. Donc, voilà, faut pas lui faire non plus trop confiance. C'est un peu ça. Voilà, ça peut être le cas dans plein de sujets autour de l'IA, en fait. Bah, merci beaucoup, Walid, encore une fois, pour tous les efforts fournis pour que ce webinaire-là soit présent, soit une réalité. Et bah, voilà, je souhaite encore une fois vous remercier de la qualité de vos éclaircissements, de vos idées que vous avez partagées avec l'assistance. Et je souhaite également remercier l'ensemble des personnes qui ont été présentes avec nous durant ce webinaire-là. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, j'imagine, c'est ça, Amina? Jeudi, Oui, le 3 juillet, à la même heure, pour une nouvelle thématique qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été présenté jusqu'à présent dans le cadre de ce cycle-là. Et je vous donne la parole sans plus tarder, Madame Amina Al-Khmissi, pour un mot de clôture. oui, à mon tour, je te remercie infiniment, Walid, pour ton temps, pour toutes les informations partagées et pour la qualité de votre intervention. En tout cas, moi, je suis pas. euh, j'ai l'habitude, en tout cas, de suivre tes interventions avec un grand plaisir. Je remercie toute la présence et je vous donne rendez-vous au 3 juillet avec un autre webinaire sur les outils d'évaluation de la maturité des entreprises. Et on va parler de plusieurs outils de valorisation, plutôt d'évaluation. Et comme j'ai déjà avancé dans le premier webinaire, il y aura des évaluations offertes par l'ONIDI pour certaines entreprises pour voir exactement l'auto de maturité de leur entreprise. On sera très ravis de vous avoir encore une fois parmi nous la prochaine semaine, la semaine prochaine plutôt. Et merci encore une fois. Je vous souhaite bonne fin de journée. Walid, merci infiniment. Merci à tous. Merci Merci, beaucoup pour Walid. l'invitation. À très bientôt, Vraiment Inch'Allah. très gentil. À très bientôt. Slama. Allez, au revoir.